C'est tellement un plaisir. It's such an honor to be here with you today. De vous partager un peu d'espoir. Beaucoup d'espoir, beaucoup de bonheur à travers mon histoire, où je suis devenu donc clown humanitaire avec le docteur Patch Adams. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le docteur Patch Adams ici? Okay, so many of you do know about Dr. Patch Adams. Donc, Dr. Patch Adams, c'est un Américain qui a amené le clown dans les hôpitaux aux États-Unis. Il s'est battu pour ça dans les années 60, 70. Et il y a un film qui a été fait sur sa vie avec l'acteur Robin Williams. C'est triste que l'acteur Robin Williams est décédé, mais le docteur Adams est encore bien vivant aujourd'hui et continue ses missions humanitaires. Donc, je vais vous parler un petit peu de comment je me suis retrouvé à devenir clown humanitaire avec lui. Donc, c'est vrai, comme Mira le suggérait, que je viens de publier mon autobiographie où je raconte un peu les aventures à travers lesquelles j'ai traversé. Me voici quand j'étais 2 ans. À Sainte-Rosalie, les grandes fêtes de famille, les mononcles, les matantes, les grands-mamans, les grands-papas, et au beau milieu, le beau petit garçon avec un grand sourire. Donc, je suis venu au monde, comme plusieurs d'entre vous, avec le sourire et l'amour dans le cœur, émerveillé par l'univers. Mais pourtant, quelques années plus tard, le sourire était disparu. Je ne savais pas pourquoi le sourire était disparu, mais je n'arrivais plus à communiquer avec les gens. À l'école, j'étais toujours mis de côté, je n'étais jamais choisi dans les équipes pour jouer, par exemple. Et puis, je me retrouvais toujours seul dans la cour de récréation, à jouer par moi-même, parce que je n'arrivais pas à créer des liens. Il y avait quelque chose par rapport à créer des liens qui étaient brisés en moi. C'était pas possible. Et puis, un jour, un changement est arrivé dans ma vie parce que je me cachais. Donc, je me cachais dans la petite librairie, dans la petite bibliothèque de l'école. Il y avait des livres, mais il y avait des disques. Et un des disques qu'il y avait, c'était celui de Félix Leclerc. Est-ce que vous connaissez Félix Leclerc? Certains d'entre vous. Il y a une chanson qui s'appelle Bonheur. Est-ce que vous la connaissez? Comment s'appelle cette chanson-là? Le petit bonheur, a little happiness. Et moi, j'étais là, assis, en train de lire Tintin et Petit, mes petits amis, les amis que j'avais à l'école. Et puis, soudainement, j'ai senti comme des yeux qui me regardaient. J'avais comme un frisson dans le dos. Et en me retournant, c'est cette pochette de disque-là que j'ai vue. Et dans mon cœur, il y avait une chaleur qui est venue. C'était la première fois que je sentais que quelqu'un me regardait avec amour. Félix était là comme pour moi. Alors j'ai pris l'album, je l'ai caché sous ma veste. Bien, je l'ai emprunté, bien entendu, légalement. Mais après, je l'ai caché sous ma veste et puis je suis allé jusqu'à la maison. Et puis là, j'ai écouté. Puis c'était une belle voix riche et profonde. Et puis dans une des chansons, justement, Le Petit Bonheur, il raconte comment tous les jours, quand il marche sur la rue, quand il voit des personnes qui s'en viennent de l'autre côté, ben lui, il change de rue. Parce qu'il n'est pas capable de rencontrer les gens, ça lui fait mal quelque part. Et moi, quand j'ai entendu ces paroles-là, je me suis dit, waouh, c'est exactement ce que je ressens. C'était la première fois que je sentais que quelqu'un me comprenait. Et c'est là que j'ai découvert le pouvoir de la musique, le pouvoir de l'écriture. J'avais pas de voix, j'avais personne pour m'écouter, mais à travers la musique, j'avais réussi à trouver un lien avec les autres, avec
mes sentiments. Alors j'ai commencé à écrire, et j'ai écrit, et j'ai écrit, et j'ai écrit. Donc pendant 40 ans, 50 ans, j'ai tenu un journal. Est-ce qu'il y en a ici parmi vous qui tenaient un journal? Ouais, je vous le suggère. C'est tellement une exploration fantastique de retrouver ce qu'on vit à l'intérieur de nous. Et donc, j'ai écrit, et dans ces journaux-là, je révélais ce que je ressentais. C'était nouveau pour moi, mais c'était secret. J'avais bien pouvoir les écrire, mais ce n'était pas quelque chose que je partageais autour de moi. Éventuellement, à l'école, je suis devenu un artiste. J'ai commencé à faire des peintures, des sculptures, des dessins. Au premier cours de peinture, le professeur nous demande, je ne vous connais pas encore. Donc, j'aimerais que vous preniez votre pinceau et de la couleur et que vous commenciez à exprimer qui vous êtes. Personne ne me demandait qu'est-ce que je ressentais, qui j'étais. Alors, oui, j'ai compris. Merci. Et puis, fait que moi, j'ai pris mon pinceau, puis j'ai pris la peinture noire, puis j'ai fait 3 lignes. Voilà. C'est tout ce que j'étais. De semaine à semaine, en semaine, finalement, dans un cours de gravure sur bois, j'ai produit cette gravure-là. Je ne sais pas si vous pouvez lire, mais il y a un personnage qui est comme caché derrière un mur. Et est-ce que vous pouvez lire qu'est-ce qui est écrit sur le mur? Ouais. Défense d'afficher. Défense d'afficher quoi? Défense d'afficher ses émotions. Défense d'afficher qui on est. Et justement, ça devenait mon symbole pour moi, que je me sentais comme emprisonné et jamais avoir besoin de pouvoir de dire ce que je ressens. La semaine dernière, j'étais à Belfast. Et à Belfast, je me suis retrouvé derrière des barreaux comme ça. Parce que Belfast, il y avait cette grande allée qui coupait, une cicatrice énorme, qui coupait les catholiques des protestants. Et quand j'ai vu ça, je me suis reconnu 50 ans plus tôt. Je me dis, ouais, je comprends la douleur qu'ils ont vécue, ces gens-là. Et les grilles qui séparent encore Belfast en deux, je sens ce qu'ils peuvent sentir. Et puis un jour, j'ai découvert la sculpture. Oh, incroyable! Mettre la main dans la matière, dans la pâte. Je ne sais pas s'il y en a qui font soit qui font du tricot, ou qui font du travail avec du bois, ou qui font du travail manuel. Mais il y a quelque chose de magique de travailler avec les mains, où on n'utilise plus notre mental. Et soudainement, mes émotions ont commencé à sortir. Je ne comprenais pas ce qui se passait, je suivais mon intuition. Et donc, j'ai commencé à faire cette série de bustes qui mesurent à peu près 2-3 pieds chacun. Et ce que vous voyez, c'est 5 personnages. Et finalement, d'un personnage qui est complètement couché à terre, que son corps est comme déformé, qui n'est pas défini, et qui va tranquillement se relever. Et en se relevant, finalement, il devient debout et fier, si je peux dire. Donc, c'est un mouvement. Et tout ça, ça s'est fait inconscient. Je n'avais pas d'idée de ce que je faisais, mais c'était une pulsion en moi, un désir de créer quelque chose. Et j'ai appelé cette œuvre-là « Victoire ». Mais moi, je ne me sentais pas en victoire pourtant. Je me sentais comme le personnage qui est au milieu. Quand on est au milieu, quel chemin allez-vous prendre? Est-ce que vous allez d'un côté où tout est en train de tomber, ou de l'autre côté où tout se lève?
Plusieurs années plus tard, j'ai constaté que finalement, ces personnages-là, bon, c'est des mâles, c'est des hommes, mais ils n'ont pas de bras. Ils n'ont pas de visage. Le visage est complètement plat. Ils n'ont pas de sexe non plus. Tout ce qui reste, c'est comme une force vitale de vie, mais qui ne peuvent pas opérer, qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas s'exprimer. Mais il y avait quand même le sentiment de victoire qui arrivait à travers. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'en les fabriquant, je faisais une petite maquette. Hein, donc ça, c'est gros comme à peu près 10 pouces. Et l'argile, pour ceux qui l'ont déjà travaillé, il faut l'aimer, il faut la respecter. Et quand on la travaille, quand on l'applique, ben, à un moment donné, elle refuse. Hein, parce qu'elle dit, bon, ben, j'ai commencé à sécher. Et cet accident-là est arrivé qu'en voulant changer la forme et la position, l'argile a craqué. Et ça, c'était exactement comment je me sentais intérieurement. Personne ne le savait. Peut-être c'était un peu dans mon journal. Mais ça a été comme, la sculpture a été comme une première découverte d'exister à l'extérieur de moi, de commencer à l'exprimer. Finalement, j'ai gagné un concours pour une sculpture, une statue qui est dans un parc, qui est encore là aujourd'hui. Donc, si vous allez dans Côte-Saint-Luc, à Montréal, il y a un parc qui s'appelle le parc Rembrandt. Et dans le parc Rembrandt, donc, j'ai fait ce personnage-là. C'est un peu pâle, mais finalement, ce serait comme le 6e personnage. Parce qu'après Victoire, le 5e s'est relevé, celui-ci, ben, il y a les jambes un en avant de l'autre. Donc là, il est en train d'avancer. Maintenant, il y a des bras. Il n'y a toujours pas d'oreille, il n'y a toujours pas de bouche pour parler, mais il avance protégé dans son armure. Et je l'ai appelé le guerrier. Je ne sais pas si vous, des fois, vous sentez que vous devez être un guerrier dans votre vie pour avancer. Mais finalement, ce guerrier-là m'a sauvé. Parce qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui persistait, malgré moi. Je dis, je vais continuer. Je suis allé en Europe en 84. J'avais fini mes études universitaires et je voulais absolument continuer en art. Je dois aller en Europe. Parce que des diapositives et dans les livres, on n'apprend pas grand-chose des œuvres d'art. Il faut les voir en vrai. Je vois quelques personnes qui disent oui, c'est vrai. Quand j'ai vu les gravures de Rembrandt, j'ai compris c'était quoi une gravure. C'est tellement sensuel. Les peintures de Picasso, de Van Gogh et tous les portraits là-bas, je suis revenu de l'Europe avec le portrait, ça va être ma façon. Et donc, j'ai commencé à faire des portraits des gens autour de moi. Je prenais des photos dans la rue. Des photos des sans-abri. Il y avait quelque chose qui m'appelait avec ces gens-là. Je ne savais pas encore pourquoi, mais je compatissais avec eux autres. Et puis finalement, j'ai fait cette œuvre-ci. C'est une huile sur toile qui mesure à peu près 6 pieds par 9 pieds. Donc, 2 mètres par 3 mètres. Et vous constatez que finalement, c'est une scène de crime, quelque chose qui se passe. C'est mystérieux. Il y a quelqu'un à genoux qui est comme un couteau, qui est comme un symbole finalement, parce que c'est un couteau enflammé de lumière. Il y a comme une victime à moitié nue au sol. En arrière, il y a une salle de cinéma. Hein, c'est en plein centre-ville de la rue Sainte-Catherine. C'est l'annonce pour les gens qui sortent au cinéma, voir des spectacles. Et finalement, il y a quelqu'un qui est arrivé, qui marche. Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va agir? Est-ce qu'il va intervenir? Est-ce qu'il va juste assister? En 84, je commençais vraiment à sentir que la société ne me plaisait pas.
je voyais beaucoup de violence. Puis je me disais, ben, qu'est-ce qu'on peut faire de cette violence-là dans la société? Donc finalement, mes œuvres d'art étaient devenues comme une question que je posais. Avec qui vous pouvez vous identifier dans cette peinture-là? Sûrement pas la victime, l'attaquant, non. Est-ce que vous êtes un des spectateurs où la violence est tout simplement devenue une forme d'amusement? Ou vous êtes simplement celui qui se pose la question, qui n'ose pas bouger, mais qui observe? Le choix est très difficile. Et donc, j'ai continué en peinture, et finalement, j'ai été accepté à Amsterdam, aux Pays-Bas, en Hollande. Et là, j'ai fait une maîtrise en beaux-arts. Ah, j'étais content en première année là-bas. Je me promenais en bicyclette à travers la ville, le long des canals. Je prenais des cafés croches. Ça s'appelle Coffee Verkeer, mais des cafés croches, parce qu'il y a trop de lait, c'est comme ça qu'il l'appelle. C'était merveilleux, j'étais libre, enfin la vie était... Alors là, je me suis promené, puis je dessinais les moulins que je voyais, je dessinais la ville, je faisais plein de trucs. Puis un jour, j'ai trouvé, dans les poubelles, ce petit théâtre-là de marionnettes, qui est une tradition plus européenne que nord-américaine. Mais c'est vraiment un théâtre de marionnettes. Et puis ça me faisait un peu mal au cœur. Je me disais, un théâtre de marionnettes comme ça dans les poubelles. Fait que je suis allé voir, je suis allé l'inspecter. Puis là, j'ai vu que non seulement c'est un théâtre de marionnettes, mais que les côtés étaient faits à partir de recyclés d'un lit pour bébé, avec les barrières pour le protéger. Fait que là, j'imaginais le papa qui a transformé le petit lit pour bébé, parce que ses enfants grandissaient, qui a créé ce théâtre de marionnettes-là, et qui faisait comme ça des spectacles pour ses enfants. Je trouvais qu'il y avait tellement d'amour dans cet objet-là là, qui maintenant est à la poubelle. Alors pour moi, je l'ai sauvé. Je l'ai ramené dans mon atelier et j'ai fait ce qu'on appelle une installation. Donc en peinture, il y a des peintures, sculptures, dessins, puis maintenant installation, c'est une nouvelle forme de sculpture avec des objets trouvés ou mélangés. Je l'ai exposé plusieurs fois, et cette fois-ci, c'était exposé dans une ancienne caserne militaire, où l'armée était forcée quand tu étais à l'école dans ce temps-là. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai pris, puis je l'ai installé comme un petit enfant qui se cache. Il est dans un coin, il veut ce qu'il veut, il essaie de s'enfuir. Il est comme dans le noir. Et puis là, il y a 4 grosses lampes. Pour ceux qui font de la photo, c'est des lampes tungstène, des lampes super aveuglantes. Donc, finalement, c'est comme, il est comme terrassé par ces lampes-là qui l'encerclent maintenant. Mais à l'intérieur du théâtre de marionnettes, j'avais mis un petit enregistrement. Et l'enregistrement, c'était on appelle ça de l'orgue de barbarie. Donc, dans les rues d'Amsterdam, il y a des gros orgues, et puis là, les gens, ils tournent la roulette, et là, ça fait de la musique. Et finalement, on arrive proche de l'installation, et plus on se rapproche, on entend l'orgue de barbarie. Pour moi, c'était l'idée que les souvenirs d'enfants étaient encore dedans. On ne les voyait plus, mais c'était précieux. Et c'est quand on prête attention à soi, aux choses les plus fragiles et précieuses qui sont toujours là à l'intérieur de nous et qu'on peut les faire ressurgir. Donc les lampes, finalement, étaient devenues comme les lampes de la awareness, de prendre conscience de ces souvenirs-là, qui étaient précieux, qui étaient cachés. Mes professeurs, ils n'étaient pas trop d'accord. Et puis, ils m'ont mis à la porte. Alors, sur un programme de 3 ans d'études,
Moi, dès ma première année, j'étais mis à l'extérieur de l'académie. Il était venu me voir, il dit, oh là là, tu travailles fort, tu fais des peintures, tu fais des sculptures, tu fais des dessins, tu fais des... T'arrêtes pas de produire. Waouh! Mais, nous, on ne comprend pas ce que tu fais. Donc, tu es confus. Pardon? Ça a été dur pour moi d'entendre ça. Finalement, je me suis battu, je suis allé voir d'autres départements. Ils m'ont mis à la porte, mais un autre département m'a sauvé. Donc là, je n'étais plus en peinture, j'étais rendu dans ce qu'on appelle graphique, qui était le département un peu fourre-tout de l'académie. Hein? Parce que dans ce temps-là, en Europe, les traditions, c'est très important. Hein? Peinture, sculpture, dessin. Et quand on fait des trucs comme ça, c'est quoi qu'on fait? En tout cas, donc j'ai été sauvé. Et puis là, ça allait tellement bien que j'ai produit. J'ai même eu une exposition dans une galerie à Amsterdam. J'avais mon atelier. Tout allait absolument merveilleux. Enfin, je me sentais libre comme l'air, libre comme l'oiseau. Oui, absolument. Ah, on se comprend, c'est tellement bon. Alors là, je suis allé prendre un cours de yoga. Ah, ça tombe bien, c'est un cours de yoga qu'on a eu ce matin. Un ami m'invitait toujours qui était professeur. Cet ami-là, professeur, était tellement bon en yoga que c'était comme des nœuds de marin dans une corde. Les positions qu'il prenait, juste à le regarder, ça me faisait mal. Mais bon, fait que j'ai fait le cours. Après une heure, j'étais comme dans une béatitude comme je ne l'ai jamais connue. Et puis là, soudainement, il y a des souvenirs qui m'ont apparu. Des souvenirs d'un énorme visage au-dessous de moi, une grosse bouche ouverte, et puis je donnais des coups de pied, des coups de main. J'avais des mains et des bras potelés. J'entendais crier, j'ai entendu quelqu'un qui s'est fait frapper, ça m'a fait mal. Je me suis retrouvé tout seul, je pleurais, je hurlais, et j'avais détruit le monde. J'étais vraiment le sentiment que l'univers venait d'exploser. Voilà. J'ai détruit tout l'univers. Et je me suis réveillé de cette session de yoga-là. C'est quoi ça? Est-ce que c'est un souvenir? C'est trop précis, c'est trop bizarre. Et donc, j'ai commencé à regarder qu'est-ce que ça pouvait dire. Et puis là, de retour au Canada, je suis allé voir maman. Puis j'ai dit, écoute, maman, parce que je me souvenais de la photo où j'ai perdu mon sourire. J'ai dit, maman, tu sais, j'avais un beau sourire avant, puis regarde, j'ai plus de sourire à partir d'un moment donné. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose quand j'étais ici? Ben, pourquoi tu me demandes ça? Elle dit, ben, parce que j'ai eu comme un souvenir en yoga, c'était très bizarre. Elle me dit, oh, oui, c'est vrai, on avait une cousine, hein, une de tes cousines qui était venue, 4 enfants, c'était difficile, puis elle prenait soin de tous les garçons. Puis un jour, pendant qu'elle tenait ton bain, ben, je l'ai attrapée, elle était en train de te masturber. Puis, fait que là, moi, j'ai crié après, puis je l'ai tapé, puis le lendemain, voilà, elle était sacrée dehors de la maison. Puis voilà, c'est tout. Juste ça. Puis la façon qu'elle comptait, c'était comme, ça n'a aucune importance, hein, c'est arrivé juste comme ça. Fait qu'après, ben, je me suis dit, ben, ça ne doit pas être bien important, hein, parce que maman a dit que c'est pas important. Fait que je suis allé à la librairie. Puis là, j'ai commencé à regarder des livres, juste le titre des livres sur attouchement en enfance, je ne sais pas quoi. Puis j'en ai trouvé un, c'était The Courage to Heal, qui était sur l'abus sexuel. Je ne connaissais pas ça, ce mot-là.
le mot abus sexuel, c'est quoi cette affaire-là? Je n'avais jamais entendu parler de ça. J'ai pris le livre, puis j'ai commencé à le lire. C'était un choc. Chaque page décrivait ce que je vivais. La solitude, le doute, la haine de moi-même, la sexualité qui est toute affreuse, qui me fait peur, les pensées suicidaires, tout ce que disait le livre était ma vie. Autant Félix Leclerc racontait qu'on traversait la rue pour rencontrer les gens, autant ce livre-là, c'était comme ma vie, enfin, elle a un sens. Je comprends pourquoi je suis seul, je comprends pourquoi je souffre. Autant j'avais envie de crier, autant j'étais content parce que pour une fois, j'avais une clé pour changer ma vie. Puis plus je lisais, plus je m'identifiais, puis je me dis, ben moi au moins je suis chanceux, parce que moi c'est confirmé. Combien d'enfants ont le doute, ont le sentiment qu'il s'est passé quelque chose, mais après, la famille, elle est dans le déni complètement. C'est la victime qui se fait accuser, finalement. Mais moi, par hasard, maman m'avait confirmé que c'était arrivé. Autant ma sculpture de victoire, autant ma sculpture du guerrier, ben là, mon art, j'ai commencé à faire des œuvres d'art sur le sujet de la Lune. Et dans une des installations, j'ai pris une petite bassinette pour enfants. Puis j'ai versé de l'alcool, puis des... Ah, je ne décrirai pas tout. Mais comme quoi que l'art était devenu ma façon d'exprimer ce que je ressentais. Je continuais le travail par moi-même. Les études étaient finies, puis je suis devenu professeur d'art. Professeur d'art dans les musées. J'adorais ça. J'adore travailler avec les grands, comme vous. Vous êtes les grands. Les grands, les moyens, les petits, de tous les pays du monde. Mais ce que j'aimais le plus, en plus, c'était les gens avec des besoins particuliers. Je ne sais pas pourquoi, hein? Dans l'art, je faisais des photographies des sans-abri, je faisais des peintures des sans-abri pour leur rendre honneur. Puis au musée, quand c'était des groupes de l'itinéraire, par exemple, ou des fois on allait dans des centres psychiatriques et tout ça. The hope muted me. I am muted. I am no longer muted. C'est Dieu de l'univers. The host would like you to unmute. Je suis unmute. Merci. Merci. C'est bon. Donc, et j'ai fait ça durant 20 ans, dans différents musées à Montréal. J'adorais ça. Mais, j'ai eu un nouveau patron. Est-ce que vous avez déjà eu un nouveau patron? Oh. Et ce nouveau patron-là, malheureusement, avait été engagé par le plus grand patron pour couper le budget de moitié. C'était pour ça que sa job était là. Donc, il est venu me voir, puis il me dit « Oh, Guy! » Moi, je n'aimais pas vraiment qu'il m'appelle toujours par mon petit premier nom. C'est sympathique. Il dit « Oh, Guy! T'as tellement l'air fatigué! Hein? Tu travailles fort, hein, Guy? Petit didou? » Et puis là, il dit, je vais te donner une bonne job de bureau. Hein? Comme ça, tu pourrais être assis toute la journée, puis tu pourras faire des plans de cours. Mais moi, pour ça, c'était comme un arrêtement.
Non, non, moi, c'est le contact avec le public que j'aime. C'est d'être avec les gens, c'est d'aider les gens. Fait que là, c'était comme, qu'est-ce que je fais? Parce qu'il n'arrêtait pas de mettre la pression pour ça. Et là, mon papa est décédé. Puis quand il est décédé, je me suis dit, qu'est-ce que moi je suis en train de faire de ma vie? J'ai mon nouveau boss qui est là, qui veut me faire enlever ce qui est le plus important dans ma vie. Papa, qui était un médecin, qui était aimé par ses patients, qui a travaillé avec passion toute sa vie, c'est un modèle. Puis moi, qu'est-ce que je suis en train de faire? Fait que pour papa, je dis, OK, papa, je vais faire comme toi. Et j'ai quitté le musée. J'ai fait quelque chose pour moi, pour la première fois. Puis, je veux dire, je vais devenir conférencier. Hein? Parce que j'enseignais depuis 20 ans, je donnais des conférences sur l'art, sur la musique. Puis ça allait bien. Mais quelques semaines, quelques mois après, là, il y a le bon garçon. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça, les bonnes filles, puis les bons garçons. Hein? Ceux qui veulent toujours faire plaisir à papa, à maman, qui ne font pas de bruit, qui sont très sympathiques, qui ne font pas de problème, qui plient le linge, qui rangent la vaisselle, qui rendent service, parce que si tu ne rends pas service, vous le connaissez? Oui, vous connaissez celui-là, le bon garçon, la bonne fille. Alors là, le bon garçon en moi, il a paniqué. Qu'est-ce que tu viens de faire? Oh, t'as quitté ta job. Comment oses-tu? Comment oses-tu penser à toi? Ah, t'es un irresponsable. Il criait tellement fort que la nuit, je ne dormais plus. Je faisais des crises d'angoisse. Je me réveillais en plein milieu de la nuit, comme ça. Donc, je suis devenu blanc comme un drap. Ça a duré des semaines et des semaines. Je suis allé voir le médecin. Le médecin voulait me donner des antibiotiques ou je ne sais pas quoi. Je ne voulais pas. Fait qu'en dernier recours, j'ai une idée saugrenue, une idée folle. J'ai dit, il y a des gens qui se retrouvent ensemble pour rire. Voyons donc, des gens qui se regroupent pour rire, ils appellent ça du yoga du rire. Ah, c'est quoi ça, cette chose? J'ai toujours eu peur de me retrouver avec les gens, mais là, c'était comme, OK, ben, je suis au bout du rouleau. Fait que je suis allé à ma première séance de yoga du rire, et ça, c'était une séance où on joue comme un enfant, on saute, on court, on rigole. Je suis sorti de là, j'ai dit, je vais devenir professeur de yoga du rire. Voilà, c'est ma vocation. Et cette soirée-là, j'ai dormi, j'ai ronflé, les voisins ont tapé sur le mur. J'ai tellement bien dormi. Et quelques semaines après, je suis devenu professeur diplômé de yoga du rire. L'univers venait de m'appeler et je répondais. Alors, j'utilisais le rire dans mes conférences. Je voyais comment le rire était bon pour moi. Et là, viens ici, mon petit collègue. J'ai fait une fin de semaine de clown. Pourquoi pas? Je me suis dit, le rire est tellement fun, je vais oser. Et ce que j'ai beaucoup appris dans la vie, c'est oser, oser, oser. Si on n'ose pas, on ne va pas grandir, on ne va pas apprendre des nouvelles choses. Donc, c'était 6 jours de rire comme ça. Et j'étais pas bon. Ah! La professeure, je ne dirais pas qu'elle me criait après, mais j'y arrivais pas. Je n'arrivais pas à faire le clown, je ne comprenais pas. Elle disait toujours, arrêtez de nous prendre pour des idiots. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Je ne comprenais pas. Arrêtez de faire le clown. Ah oui, mais c'est un cours de clown, je ne comprends pas. Alors là, au 6e jour, au dernier cours,
je vais monter sur scène. Puis là, à l'intérieur de moi, je me suis dit, OK, je vais y aller. Puis si je suis un échec, je vais être le meilleur échec au monde. Le plus grand échec au monde. Fait que là, je suis allé sur la scène, j'avais peur. Fait que là, j'ai commencé à jouer que j'avais peur. C'est tout. Je voulais me cacher, fait que j'allais faire que je voulais me cacher. Je voulais fuir, je voulais être une petite souris. Et plus je faisais ce que je ressentais naturellement, plus les gens y riaient. Et c'était une révélation que être soi-même, c'est tout ce que vous avez besoin. Arrêtez de faire le clown, arrêtez d'essayer d'impressionner le monde. Les gens ont applaudi et là, je me suis mis à pleurer. En acceptant d'être moi-même, tout simplement. De retour à la maison, c'était comme « Wow! Je vais écrire un livre sur les bienfaits du rire pour la santé. » C'est trop merveilleux. Alors, j'ai écrit à tous les gens qui avaient des écoles de yoga du rire à travers la planète. J'ai écrit en Inde à Dr Kataria, j'ai écrit au Canada, j'ai écrit aux États-Unis. J'ai dit, j'ai écrit un livre sur le yoga du rire, sur les bienfaits du rire. Est-ce que je peux faire une entrevue avec vous? Et là, ils ont accepté. C'était absolument merveilleux. Puis là, je me suis dit, ben là, il faut que j'écrive Apache. Parce que lui, c'est vraiment, moi je l'appelais le Gandhi du rire. Et donc, j'ai écrit. Il m'a répondu, il m'a dit, Guy, ce que tu as écrit, c'est absolument merveilleux, mais moi, je ne peux pas venir te voir, je suis occupé du voyage à travers le monde. Fait que toi, il faut que tu viennes me rencontrer au Guatemala. Wow! J'ai peur de l'avion, je ne sais pas parler espagnol, puis je ne suis pas un clown, puis il m'invite d'aller au Guatemala. Fait que j'ai osé, j'étais allé voir une thérapeute. Parce que là, c'était trop pour moi. Et en y parlant, elle m'a dit, ben, OK, tu m'as dit le pour, tu m'as dit le contre. Qu'est-ce que toi tu veux? Hein? Moi? Qu'est-ce que toi tu veux? Moi j'ai le droit de vouloir quelque chose. J'ai fait le silence, puis à l'intérieur de moi, c'était comme, je veux y aller. Et là, c'est sorti, je veux y aller, et j'y vais. Et du coup, quelques semaines plus tard, je me suis retrouvé au Guatemala à aller faire des visites de clowns humanitaires dans les hôpitaux et les orphelinats. Alors ça, on met comme une vingtaine de clowns amateurs, comme moi, hein? J'ai jamais été clown. Et on se promène comme ça. Le matin, on va avoir un centre l'après-midi pour donner de l'amour. La première fois que je suis arrivé là-bas, j'avais peur. Je m'excuse si je dis toujours que j'ai peur, mais j'avais jamais fait ça de ma vie. Tous les clowns étaient descendus du bus, puis moi j'étais là à l'intérieur, puis je ne voulais pas sortir. Et bien là, j'ai fait tout le voyage. Qu'est-ce que je fais? Je me sentais vraiment comme m'effondrer. Puis là, j'entendais les voix des enfants qui jouaient, puis qui riaient. J'ai pris un grand respire, j'ai mis mon nez de clown, puis finalement, je suis sorti de l'autobus. En sortant de l'autobus, je voyais un petit garçon handicapé qui pouvait à peine bouger, mais dès que mes yeux ont vu ses yeux et qu'il m'a vu, soudainement, toutes mes peurs sont parties. Et j'ai commencé à jouer pour lui. Donc, c'était pas pour moi, j'étais là, mais c'était pour lui. Et c'était de la magie d'être là pour une autre personne.
Ensuite, on est allé à un orphelinat. Et dans l'orphelinat, il y avait 200 enfants comme ça qui couraient à gauche et à droite dans tous les sens. Et parmi ça, il y avait une petite fille qui, elle, soudainement, c'est comme si elle m'avait adoptée. Elle était toujours à côté de moi, puis on jouait ensemble, puis elle était devenue ma petite assistante, Yorbeli. Et là, pendant qu'on jouait, à un moment donné, la cloche de la récréation venait de sonner, parce que c'était le temps d'aller manger. Elle s'est collée sur moi, puis elle s'est mise à pleurer, parce qu'elle ne voulait pas partir. Je l'ai pris dans mes bras, je l'ai bercé doucement. En essayant de la rassurer, puis là, j'ai dit, ben écoute, là, l'assistante est arrivée, puis elle a expliqué que c'était juste le break pour le lunch. Fait que là, finalement, elle a séché ses larmes, je l'ai mis par terre, puis elle est repartie rejoindre ses amis. Puis elle se retournait toujours pour me dire. Puis là, elle est rentrée dans la cafétéria, puis dès qu'elle est disparue, j'ai senti comme un poids sur mon cœur. C'était cette petite fille-là, c'est ici sa maison. Moi, quand le voyage est fini, je retourne au Canada, je vais retrouver mes amis, mais elle, ça s'arrête là, sa vie. Elle est abandonnée ici. Et avec ces sentiments-là, c'est comme il y a un gouffre qui s'est ouvert. Et je me sentais comme disparaître dans ce gouffre de tristesse, ce gouffre de douleur-là pour cette petite fille-là. J'existais plus. C'était vraiment comme la tristesse trop profonde. Puis en tombant dans ce gouffre-là, soudainement, il y a une pensée qui est venue, qui dit, ben, Yorbeli, peut-être, je ne peux pas changer ta vie, mais pendant que moi, je suis ici pour toi, je vais te donner tout l'amour que j'ai. Tout l'amour que moi, je n'ai jamais reçu, je vais tout donner ce que j'ai. Et en disant ça, mon cœur s'est ouvert. C'est comme une lumière est sortie et ça m'a sorti du gouffre. Et là, je suis devenu un clown d'amour. Un clown pour donner de l'amour aux gens. Et on s'est retrouvés, puis on a dansé, et c'était absolument merveilleux. Le soir, quand je suis retourné avec les amis, je parlais de l'expérience avec mes collègues, puis il dit, ben, tu sais, Guy, ce que tu as découvert aujourd'hui, c'est la compassion. Maintenant, c'est le temps de te donner la compassion à toi-même. Ce que je ne connais pas. Au Pérou, c'était différent parce que cette fois-ci, on était allé dans le village où les enfants habitaient. Et dans ce village-là, vous voyez, c'est sur des pilotis parce que c'est inondé constamment. À un moment donné, il y a eu un orage énorme. Et là, tout est devenu de la bouette. Partout. Mais au lieu que les enfants d'aller se protéger de la pluie, c'est le contraire. Ils sont allés se jeter directement dans la boîte. Et là, ils ont commencé à faire quelque chose que moi je connaissais au Québec, qui est comme ça. Ils ont commencé à faire des anges de boue dans la boue. Wow! Comment transformer un environnement de douleur et de souffrance en joie? C'était merveilleux. Et pendant qu'ils faisaient ça, je voyais que tout autour, il y avait plein de petites familles, des enfants, des garçons de 8 ans avec des petites filles de 6 ans, des frères et sœurs. Ils se tenaient toutes par la main, puis il y avait comme un bébé dans les bras. Il y avait tellement d'amour dans chaque petite famille. Puis moi, j'ai enseigné dans le musée. Puis j'ai vu que
les enfants étaient éteints. Il n'y avait pas de lumière dans leurs yeux. Puis pourtant, les enfants au musée, ils ont leur maison, ils ont leur famille, ils ont tout ce qu'il faut, mais ils sont éteints. Tandis que eux, ils n'avaient rien. Et là, il y avait une lumière de l'amour. Et c'est là que je me suis dit, voici ce qu'est l'humanité quand elle n'est pas civilisée. Voici ce que nous sommes vraiment, chacun de nous, quand on est connecté avec notre vraie nature intérieure, qui est notre nature d'amour. Et c'est ça que je vais vouloir parler dans la deuxième partie. En Inde, j'ai commencé à faire le clown par moi-même. Je n'appellerais même plus ça le clown, j'avais plus le nez. Et là, c'était une mendiante dans la rue avec la lèpre. J'avais appris que la lèpre, c'était pas contagieux. Et donc, je me suis assis avec cette dame-là. Et puis, quand j'ai chanté des chansons. J'ai tenu par la main. J'ai prié avec elle. Je me disais, c'est quand la dernière fois que cette personne-là a été touchée avec amour? Et c'est quand on est connecté avec notre vraie nature intérieure que l'amour sort de nous et se rend tout autour de nous. Et c'est ça que je vais parler dans la deuxième partie de la conférence. Donc, je vais partager avec vous les 5 dimensions de l'être. Donc, je vous remercie beaucoup. On va prendre une petite pause de 5 minutes. J'ai mon livre ici pour ceux qui sont intéressés à savoir toute l'histoire. Et au retour, je vais vous raconter qu'est-ce que j'ai appris, les leçons qu'on peut mettre dans notre quotidien à travers les 5 dimensions de l'être. Je vous remercie beaucoup et puis on peut se parler autour de la table. Bon petit café.